Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va passer une petite vidéo présentation. Alors, j'ai tenté des petits trucs, je sais pas si ça va être bien ou pas bien, ce sera à vous de me le dire en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la stipulation Elimination Chamber match. Je vais d'abord vous parler de la stipulation elle-même, donc des règles de la stipulation. Ensuite, je vais vous énumérer tous les Elimination Chamber qui ont lieu, donc il y en a eu 30, avec des fois des informations supplémentaires, des fois il n'y aura pas d'informations supplémentaires, voilà, vous saurez juste qui a participé, et comme ça peut peut-être vous donner envie d'aller regarder le match sur le WWE Network. Moi en tout cas, il y a certains matchs que ça m'a donné envie de voir. En faisant ça, ça m'a donné des souvenirs de matchs que j'avais déjà vus. Bref, j'ai trouvé les infos, je suis pas trop embêté parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps pour le faire, sur Wikipédia, français et anglais. Donc il y a des infos qui viennent du Wikipédia français et des infos qui viennent du Wikipédia anglais. Voilà. Et à la fin, il y aura quelques petites statistiques générales, des stats liées aux hommes et des stats liées aux femmes, et puis on arrêtera la vidéo là. Je pense que ce sera déjà pas mal. De toute façon, je pense que vu tout ce que j'écris, j'ai 4 pages d'écriture, donc je pense que la vidéo durera au moins 20, entre 20 et 30 minutes. Donc je pense que voilà, on va pouvoir commencer euh, et puis s'éclater avec toutes ces petites infos. Donc d'abord les règles de l'Elimination Chamber match. C'est tout simple, on a un ring au centre, on a une grande cage avec ce qu'ils appellent des chambres à l'intérieur. Moi en général quand je fais des reviews j'appelle ça des petits pods, mais voilà ça revient au même. Du coup on a 4 catcheurs qui sont enfermés dans chacune des chambres, tandis que 2 à 3 catcheurs débutent dans le ring, parce que dans 29 matchs, ils commencent à 2, mais il y a eu une fois où ils ont fait un Elimination Chamber à 7. Voilà, ça peut arriver. Toutes les 5 minutes de ce que j'ai noté, un catcheur rentre dans le ring au hasard. Bon, en réalité, ils savent très bien qui rentre à quel moment. Et on a très bien vu que la seule fois où quelqu'un a dû rentrer plus ou moins au hasard, ça a foutu un gros bordel dans le match. Bref. Mais voilà, en tout cas pour le public, nous on ne sait pas qui arrive à quel moment. Et du coup, voilà, jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. Contrairement aux Wargames, où il faut attendre que tout le monde soit dans le ring pour commencer à éliminer, dans Elimination Chamber, dès le début, quand ils sont que deux, tu peux commencer à éliminer. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre. Et c'est plutôt cool. Et le match se termine quand il n'y a qu'un seul survivant ou qu'une équipe survivante, puisque des équipes se sont déjà affrontées dans les Elimination Chamber. On élimine également un catcheur, soit par tombée, soit par soumission. Et le match, bien qu'il a beau être sans disqualification, contrairement aux Wargames, on ne peut pas rentrer avec des armes dedans, mais on peut en ressortir de l'extérieur. Voilà, ça c'est important, même si on verra, il y a un épisode spécial qui a été nommé différemment, et là on pouvait amener des armes dès le début du match. Mais c'était un truc en rapport avec la ECW, donc très 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 différent. Donc voilà, plus ou moins pour les règles du match. Voilà, il y a juste eu une différence entre l'avant et l'après, je ne sais plus quelle période, où en fait, avant, le sol extérieur, entre guillemets, parce que tu as le ring et tu avais le sol extérieur qui était en métal et tout, et en fait, après pas mal de blessures ou de choses comme ça, qui trouvaient que ça commençait à devenir un peu dangereux, euh, et ben, comment dire, le sol extérieur a été changé, ils ont mis des trucs, des sortes de tapis ou des choses comme ça pour que les chutes soient beaucoup plus safe qu'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent sur internet du fait que c'est moins impressionnant, moins violent, mais en même temps c'est bien aussi de penser à la santé des catcheurs et des catcheuses, parce que bon, même si elles ont commencé très tard à faire la stipulation, voilà, ça peut quand même être dangereux de faire n'importe quoi sur un sol dur. Euh, voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur la stipulation, donc on va pouvoir passer au premier Elimination Chamber. Donc je vais tous vous les présenter, soit rapidement, soit un peu moins rapidement quand il y a des trucs, des petites infos supplémentaires, et jamais, jamais je ne vous donnerai de l'information de qui est le vainqueur. Je ne le ferai jamais parce que je trouve que c'est mieux
si un match vous disiez, tiens, celui-là, j'ai envie de le voir, les participants me donnent trop envie, ou voilà, euh, je veux pas spoiler le vainqueur du match, parce que je trouve que ce serait un peu dégueulasse pour des gens qui n'auraient pas vu ces matchs-là. Moi, je les ai pas vus, les 30 Elimination Chamber, donc j'aurais moi-même pas envie de me faire spoiler. Bon, en faisant mon texte, forcément, j'ai vu tous les vainqueurs, mais honnêtement, j'ai vu ça vite fait, donc j'en ai pas de souvenir. Euh, mais voilà, je préfère ne pas donner l'info à ceux qui ne les auraient pas encore vus. Donc, les Elimination Chamber ont eu lieu entre 2002 et 2022, puisque je vais m'arrêter aux tout derniers qui ont eu lieu, hein, même si forcément c'est tout ce qu'il y en aura d'autres en 2023, 2024, et puis les années à suivre sûrement. Et du coup, voilà, bon, on va commencer avec le tout premier. Du coup, l'Elimination Chamber, le tout premier, a eu lieu en 2000, j'allais dire en 2022, non, en 2002, lors des Survivor Series. Et ce match était pour remporter le World Heavyweight Championship. Et du coup, le match concernait les catcheurs Rob Van Dam, Kane, Shawn Michaels, Booker T, Chris Jericho et Triple H, qui était le détenteur du titre à ce moment-là. Lors de ce match, moi je l'ai vu, j'aime beaucoup ce match, et en plus c'est un match que je vais chroniquer le mois prochain, voilà, où je vais juste le regarder et raconter un peu ce qui se passe dedans. Donc voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller sur le network regarder le match avant que je le chronique. Normalement la vidéo devrait sortir le 16 février, s'il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez jusqu'au 16 février plus ou moins pour voir le premier Elimination Chamber si vous voulez être à jour sur ce match euh, quand je ferai ma vidéo dessus, parce que là du coup je spoilerai quand je ferai mon match uniquement sur le match. Euh, du coup, lors de ce match, on a Triple H qui va se blesser. Alors au niveau de la gorge, j'ai pas noté l'autre endroit, mais je me souviens qu'à la fin du match, il se tenait énormément la gorge parce qu'en fait, il va recevoir un frog splash de Rob Van Dam, et en fait, je crois que c'est le genou, un truc comme ça, qui va lui taper sur la gorge et sur une autre partie du corps. Et on le voit, Triple H qui se tient la gorge et tout, qui est pas bien et tout, mais qui décide quand même de faire la fin du match. Voilà, c'était impressionnant. Et pour l'avoir vu, c'est plutôt un... Après, ça fait un moment que je l'ai vu, ça doit faire 2 3 ans que la dernière fois que je l'ai vu. Mais en tout cas, je le trouve vraiment bon, donc n'hésitez pas à aller le voir. Le second Elimination Chamber a eu lieu à SummerSlam en 2003 pour remporter à nouveau le World Heavyweight Championship. Et le match concernait Kevin Nash, Shawn Michaels, Goldberg, Randy Orton, Chris Jericho et à nouveau Triple H qui était le détenteur du titre en entrant dans la cage. Voilà, et puis là j'ai pas grand chose de plus à dire, celui-là je ne l'ai pas vu. Et je pense que le fait que Goldberg soit dedans ne m'a pas vraiment donné envie, même si je pense qu'à cette époque-là il catchait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Le troisième Elimination Chamber, lui, a eu lieu à New Year's Revolution en 2005, donc il n'y en a pas eu du tout en 2004, et était à nouveau pour le World Heavyweight Championship qui cette fois était vacant. Donc il n'y avait pas de champion, le gagnant remportait la ceinture qui restait. Sauf que j'ai pas trouvé les raisons de pourquoi il était vacant. Il y a un autre coup où il y aura un Elimination Chamber pour un titre vacant, et là j'avais trouvé la raison. Pour celui-là, j'ai pas trouvé la raison de pourquoi le titre était vacant. Bref, en tout cas, le match concerne Edge, Chris Benoit, Batista, Randy Orton, Chris Jericho et à nouveau Triple H, qui a fait du coup les 3 premiers. Même Shawn Michaels, mais bon, Shawn Michaels, lui, il était là en tant qu'arbitre spécial. Et j'avoue que là, ça me donne très envie de voir, parce que déjà, on a une très belle affiche. Et avec Shawn Michaels en arbitre spécial, j'avoue que j'ai très envie de voir ce match. Parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Ensuite, le quatrième Elimination Chamber a eu lieu à New Year's Revolution 2006 pour le titre de la WWE, donc première fois que ce titre est défendu dans la cage. Lors de ce match, c'est la première fois que Triple H n'est pas présent. Voilà. Et ce match concerne donc Kurt Angle, John Cena, Kane, Carlito, Shawn Michaels et Chris Masters. En plus, ça fait assez bizarre parce que Chris Masters, je m'en souviens uniquement comme personnage du jeu vidéo SmackDown vs Raw 2008. Non, puis non, ou c'est peut-être les cartes.
Bref, je l'ai jamais vu catcher, mais j'en ai souvenir soit par les cartes à collectionner, soit par d'autres choses. Carlito, honnêtement, je suis surpris qu'il ait pu participer à un Elimination Chamber, mais c'est plutôt cool. Euh, et du coup, après le match, Edge va tenter d'utiliser sa mallette Money in the Bank contre le gagnant du match. Donc je ne dirai pas qui est le gagnant du match, et je ne dirai pas non plus si Edge a réussi le cash-in ou non. Le cinquième Elimination Chamber, lui, a eu lieu la même année, soit à ECW December to December 2006, et ce match concernait le titre de champion du monde poids lourd de la ECW. Et comme je disais, c'est cette fameuse fois où la stipulation fut renommée Extreme Elimination Chamber et qui autorisait les armes en entrant dans la cage. Et ce match concernait CM Punk, Bobby Lashley, Hardcore Holly, Test, Rob Van Dam et le Big Show qui était le détenteur du titre à ce moment-là. Et j'avoue que j'ai jamais vu ce match et que j'ai très envie de le voir. Alors je ne connais pas Test, je connais très peu Hardcore Holly, mais j'aime beaucoup les autres. Bon, j'aime pas CM Punk, même si c'est un bon catcheur à l'époque. Voilà, mais bon, je déteste la personnalité du gars, mais je me doute que ça devait pouvoir être un très bon match. Ensuite, on entre dans la période où les Elimination Chamber ont lieu deux fois, enfin où il y en a deux par pay-per-view, avec le 6e et le 7e Elimination Chamber qui ont lieu lors de No Way Out 2008. En ce qui concerne le 6e Elimination Chamber, ce dernier était pour devenir challenger numéro 1 pour le World Heavyweight Championship. Ce match concernait donc Big Daddy V, MVP, Batista, The Great Khali, Finlay et l'Undertaker. Et j'avoue que j'ai très envie de voir ce match, notamment pour savoir comment... Pardon, j'ai des petits sursauts. Comment Big Daddy V et le Great Khali ont pu être vaincus dans cette cage, parce que ce sont quand même à la base des catcheurs créés comme des gros monstres. Je me doute bien que c'est pas MVP ou Finlay qui ont pu faire quelque chose contre eux, à moins que Finlay ait pu avoir son objet, je sais plus comment ça s'appelle là, avec lequel il agresse des fois des gens en traite. Mais j'aimerais bien voir comment ils ont pu. Parce que bon, on se doute bien sur un match aussi important que les seuls qui peuvent gagner ce match, c'est l'Undertaker ou Batista. Mais comment réussir à éliminer des gros monstres pareils, franchement, ça m'intéresse à voir. Et du coup, ben, le 7ème Elimination Chamber, lui, était pour devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE. Et le match concernait JBL, Triple H, Umaga, Jeff Hardy, Chris Jericho et Shawn Michaels. Et à nouveau, vu l'affiche, ça me donne très très envie de le voir. Ensuite, le 8e et 9e Elimination Chamber ont eu lieu l'année suivante lors de No Way Out 2009. Le 8e Elimination Chamber était pour remporter le titre de la WWE. Du coup, le match va concerner le Big Show, Triple H, Vladimir Kozlov, Jeff Hardy, l'Undertaker et Edge, qui était le détenteur du titre en rentrant dans le ring. Et j'avoue que j'ai très envie de voir le match, vu les personnes. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà vu, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais ça donne plutôt envie de voir. Et en ce qui concerne le 9e Elimination Chamber, lui il était pour le titre de la WWE. Normalement Kofi Kingston devait participer au match mais il sera agressé par Edge qui va prendre sa place. Edge devient donc le premier homme à participer à 2 Elimination Chamber en un soir et qui possède également le record du temps le plus court entre 2 possessions de titres. Et du coup le match concerne donc Edge, Kane, John Cena, Mike Knox, Chris Jericho et Rey Mysterio. Un match qui peut également être intéressant. J'avoue qu'il me vend un peu moins de rêve avec du John Cena ou du Mike Knox parce que je le connais pas plus que ça. Mais j'avoue que c'est une soirée qui donne très envie d'être vue. Ensuite, on a le 10e et le 11e Elimination Chamber qui auront lieu lors de Elimination Chamber en 2010. Donc on arrive à la période où du coup la stipulation a donné nom également au pay-per-view. Du coup le 10e Elimination Chamber était pour le titre de la WWE. Ce match concernait Randy Orton, Kofi Kingston, John Cena, Ted DiBiase, Triple H et Sheamus qui détenaient le titre en entrant dans la cage. Et Vince McMahon viendra féliciter le vainqueur mais l'obligera à mettre le titre en jeu contre Batista.
Ok, on se demande pourquoi. Enfin, je connais pas l'histoire qu'il y a autour de ça, mais pourquoi? Enfin, voilà. Et du coup, on a également Sheamus qui va subir une commotion cérébrale pendant le match. Le 11e Elimination Chamber était pour le titre World Heavyweight Championship qui ne se passera pas tout aussi bien que le précédent, puisque ce match va concerner R-Truth, Rey Mysterio, John Morrison, CM Punk, Chris Jericho et l'Undertaker, donc une affiche qui fait rêver plus ou moins. Undertaker qui détenait le titre en entrant dans la cage. Lors de ce match, du coup, Shawn Michaels va entrer dans la cage pour agresser l'Undertaker. Alors de mémoire, c'était lié à leur rivalité, du fait que l'Undertaker avait battu Shawn Michaels à WrestleMania, sauf que Shawn Michaels il voulait absolument avoir un match retour, sauf qu'il avait perdu cette possibilité en perdant le Royal Rumble, et du coup il avait décidé d'agresser l'Undertaker pendant ce match-là, afin que l'Undertaker se dise bon allez cette fois je vais me venger, j'accepte son match revanche. Si je dis pas de bêtises c'est ça. L'histoire du fait que Shawn Michaels l'ait agressé dans la cage. Et l'Undertaker va être impliqué dans un incident pyrotechnique pendant son entrée et il va être brûlé au premier et deuxième degré au cou et à la poitrine. Mais du coup il va quand même être soigné à temps et pourra participer quand même au match. Mais voilà, tu dis, le champion qui se blesse dès son entrée, c'est quand même chaud pour débuter un match. Ensuite, on a le 12e et le 13e Elimination Chamber qui ont lieu lors de Elimination Chamber 2011. Le 12e Elimination Chamber a été pour le World Heavyweight Championship. Je pense que ça doit être le titre le plus défendu dans la cage, hein. Donc apparemment Dolph Ziggler devait faire partie du match mais sera viré par Teddy Long 3 jours avant et sera donc remplacé par le Big Show. Alors j'aimerais bien qu'on me dise si le fait que Dolph Ziggler soit viré, si c'était une storyline ou si c'était vraiment le mec qui était vraiment viré. J'aimerais bien savoir parce que Dolph Ziggler dans une cage comme ça, il aurait été incroyable, je pense. Bref. Le match va donc concerner le Big Show, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Kane, Wade Barrett et Edge qui était le détenteur du titre. Donc avec Wade Barrett présent, ça sent la période de la Nexus. Ensuite, le 13e Elimination Chamber lui était pour devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE. Ce match concernait R-Truth, Sheamus, John Morrison, John Cena, CM Punk et Randy Orton. Je pense que ça pouvait être un bon match, mais je trouve que ça manque un peu de star power. Genre, t'as une moitié de gros noms, une moitié de catcheurs qui sont bons, mais qui n'étaient pas non plus des hyper gros noms à l'époque. Mais j'avoue qu'il peut être sympa à voir quand même. Le 14e et 15e Elimination Chamber, eux, ont eu lieu lors de Elimination Chamber en 2012. Le 14e Elimination Chamber était pour le titre de la WWE. Notamment Chris Jericho avait gagné un match précédemment pour être le dernier à entrer dans la cage. Enfin, dans le sens où il était enfermé dans une des petites chambres et qu'il était le 4e, donc le dernier à rejoindre le combat. Le match concernait donc Chris Jericho, Dolph Ziggler, The Miz, Kofi Kingston, R-Truth et CM Punk, qui était le détenteur du titre. En ce qui concerne le 15e Elimination Chamber, il avait lieu pour le World Heavyweight Championship. Normalement, Mark Henry devait faire partie du match, mais sera remplacé par The Great Khali. Je sais pas pourquoi, peut-être blessure ou on sait pas. Et Randy Orton sera également remplacé par Santino Marella. Voilà. Le match concernera donc le Great Khali, Santino Marella, le Big Show, Wade Barrett, Cody Rhodes et Daniel Bryan qui était le détenteur du titre. Et là, quand tu vois l'affiche, bah honnêtement, à part Daniel Bryan, bon moi j'aime bien Santino, il me fait marrer, mais bon c'est pas non plus le plus fort de tous les catcheurs. Le Big Show, je l'aime bien parce que je le trouve très sympathique, mais l'affiche en elle-même, elle fait pas du tout rêver. Quand tu te dis qu'à la place de Great Khali et Santino Marella, tu devais avoir Randy Orton et Mark Henry, ça te donnait déjà un peu plus envie que l'affiche qu'il y a là. Après, est-ce que le match était mauvais? Je ne sais pas. De toute façon, je verrai quand je le regarderai pour le chroniquer. Mais c'est vrai que là, comme ça, l'affiche, c'est peut-être un des Elimination Chamber qui donne le moins envie. Le 16e Elimination Chamber, lui, aura lieu à Elimination Chamber 2013. Et cette fois, il était le seul cette année-là.
Le match était pour devenir le challenger numéro 1 au titre World Heavyweight Championship. Le match concernera donc Daniel Bryan, Jack Swagger, Kane, Randy Orton, Chris Jericho et Mark Henry. Donc à part Jack Swagger dont je suis pas fan, ça donne plutôt envie comme affiche. À nouveau une année avec un seul Elimination Chamber, avec le 17ème qui a lieu à Elimination Chamber 2014. Le match était pour le titre World Heavyweight Championship et en même temps on remportait un match contre Batista à WrestleMania. Alors j'ai pas compris le délire. Parce que là, en gros, est-ce que quand tu remportes le match, tu remportes le World Heavyweight Championship et en même temps tu gagnes un match de championnat? Parce que je sais pas si Batista était sûrement champion de WWE ou je ne sais quoi. Euh, bon, j'ai pas compris les raisons de la victoire de ce match. Parce que je pense que Batista il devait détenir une ceinture. Parce que sinon, c'est quoi l'intérêt d'aller affronter Batista à WrestleMania s'il a rien? Enfin, je veux dire, c'est bizarre comme stipulation, enfin, comme règle de victoire, enfin, possibilité de victoire plutôt. Mais voilà, et le match concerne donc Sheamus, Cesaro, Daniel Bryan, Christian, John Cena et Randy Orton. Pardon. Qui du coup était le champion en entrant dans la cage. On revient à la période où les Elimination Chamber où il y en avait deux par PLE, avec le 18e et le 19e, qui auront lieu lors de Elimination Chamber 2015, et qui mettra en avant deux titres qui n'ont jamais été défendus dans la cage auparavant. Le 18e Elimination Chamber, donc, était pour remporter les WWE Tag Team Championship, et il s'agit du premier Elimination Chamber pour des titres par équipe. Le match concernera donc Los Matadores, The Ascension, The Primetime Player, The Lucha Dragons, Tyson Kidd et Cesaro, ainsi que le New Day qui étaient les détenteurs du titre. Alors ce match, c'est quasiment sûr que je ne l'ai pas vu. Vu les noms comme ça, je ne connais quasiment personne à part Cesaro et le New Day. Après les autres, c'est possible que je connaisse, mais en tout cas, sur les noms d'équipe, ça ne me dit rien du tout. Le 19e Elimination Chamber, lui, concerne pour la première fois le titre intercontinental. Ce match est pour déterminer un nouveau champion pour le titre qui était vacant. Putain, j'allais dire vaincu. Qui était vacant à cause d'une blessure de Daniel Bryan. Et également, Rusev sera remplacé par Mark Henry, plus que blessé également. Et ce match va donc concerner King Barrett. Donc, Wade Barrett avait sûrement dû gagner le King of the Ring. Ryback, R-Truth, Sheamus, Mark Henry et Dolph Ziggler. Alors j'avoue qu'on a des catcheurs que j'aime bien dedans, mais l'affiche en soi elle me fait pas du tout rêver. À part Dolph Ziggler, bon Mark Henry c'est pas le plus grand catcheur, mais moi j'aime bien des fois les catcheurs un peu plus mastifs comme ça. R-Truth j'adore, mais alors les autres j'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, c'est un peu méchant dit comme ça, mais en même temps c'est la vérité. Le 20e Elimination Chamber aura lieu lors de Elimination Chamber 2017 et ce match est pour le titre de la WWE et affronter Randy Orton à WrestleMania. Donc, encore une fois, tu peux gagner un titre en même temps gagner un match contre quelqu'un à WrestleMania. Je comprendrai pas vraiment à chaque fois ce délire. Voilà. Ce match concernera donc Baron Corbin, The Miz, AJ Styles, Dean Ambrose, Bray Wyatt et John Cena qui était le détenteur du titre. Voilà, c'était un match à mon avis qui aurait pu être plutôt sympa. Ensuite, avec Elimination Chamber 2018, on revient avec deux nouveautés et à nouveau deux Elimination Chamber dans un show. D'abord avec le 21e Elimination Chamber, qui est le tout premier Elimination Chamber féminin. Donc, il aura fallu attendre 2018, 16 ans d'Elimination Chamber avec que des hommes, enfin plutôt 15 ans avec que des hommes, pour attendre la 16e année afin que des femmes puissent combattre dans la cage. C'est hyper long quand même, 16 ans, pour que des femmes aient le droit au même match que les hommes. C'est incroyable. Bref.
Du coup, ce 21e Elimination Chamber est le tout premier Elimination Chamber féminin, notamment pour le titre de Raw, qui forcément c'est la première fois qu'il est défendu dedans. Le match concernera donc Mandy Rose, Sonya Deville, Bayley et Sasha Banks, Mickie James et Alexa Bliss, qui du coup était la détentrice du titre. Et c'est vrai qu'on remarque que, à part Mickie James, c'est quasiment que des catcheuses un peu nouvelle génération, surtout de l'époque, parce que Mickie James, moi je la voyais déjà quand j'étais ado, alors que les autres, non, elle n'était pas encore catcheuse. Et donc le 22e Elimination Chamber concerne pour la première fois le titre universel et surtout pour devenir challenger numéro 1 à ce titre. Et c'est donc la première fois et la seule fois de mémoire qu'un Elimination Chamber concerne 7 catcheurs au lieu de 6. Le match concernera donc The Miz, Roman Reigns, Elias, Braun Strowman, John Cena, Seth Rollins et Finn Balor. Donc à part Elias qui fait un peu de tâche, entre guillemets, alors pas dans le sens où c'est un mauvais catcheur, mais dans le sens où quand tu regardes tous les autres, The Miz, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un très gros nom, Roman Reigns, Braun Strowman, John Cena, Seth Rollins, Finn Balor sont des très gros noms, et au milieu t'as Elias, tu dis ok, mais tu dis le gars c'est pas un gros nom, donc déjà tu te dis c'est quasiment sûr que lui il a pas gagné quoi. C'est un peu bizarre de mettre Elias avec 6 énormes noms ultra connus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un peu bizarre comme choix, mais au moins c'est cool pour Elias qui ait pu y participer en Elimination Chamber. Ensuite, les 23e, 24e Elimination Chamber auront lieu lors de Elimination Chamber 2019. Au bout d'un moment, ils nous font chier à appeler le pay-per-view comme la stipulation. La 23e stipulation, du coup, sera un match pour déterminer les toutes premières championnes par équipe des rosters principaux. Ce match va donc concerner Naomi et Carmella en première équipe, les Boss and Hug Connection, donc étaient Bayley et Sasha Banks, les Iconics étaient Peyton Royce et Billie Kay, Mandy Rose avec Sonya Deville, The Riot Squad, voilà, Nia Jax et Tamina. Et pour dire sur le Riot Squad, du coup, c'était qui dans la cage? Parce que le Riot Squad, il y avait Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riot. Mais du coup, sur les trois, c'est qui les deux qui sont rentrés dans la cage? Je pense que ça devait sûrement être Ruby Riot et Liv Morgan, je pense. Je pense. Pourtant, je l'ai vu ce match, mais je me souviens pas de qui était parmi le Riot Squad dans la cage. Mais je pense, en fonction d'une stat qui viendra plus tard, je pense qu'il devait y avoir Ruby Riot et Liv Morgan, ou Liv Morgan, Sarah Logan, peut-être, pour avoir les deux là par équipe et Ruby Riot tenter d'avoir une ceinture principale. Je ne sais plus pour cette équipe-là. Du coup, le 24e Elimination Chamber était pour le titre de la WWE et ce match concernera donc Samoa Joe, AJ Styles, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Randy Orton et Daniel Bryan qui était le détenteur du titre. Et là, quand tu vois l'affiche, ça donne clairement envie. Je ne suis pas le plus grand fan de tous, notamment Kofi Kingston, à mon avis, il devait. Bah oui, on a déjà vu que le New Day était déjà apparu, donc Kofi Kingston devait déjà être dans son délire en perso comique, ce que j'aime pas, mais je sais reconnaître que Kofi Kingston est quand même un très très bon catcheur, et du coup l'affiche donne très très envie. Du coup, les 25e et 20e Elimination Chamber ont eu lieu lors d'Elimination Chamber 2020, donc comme ça s'approchait de la fin. Le 25e Elimination Chamber concerne le titre Tag Team de SmackDown, et le match va donc concerner la Lucha House Party, donc je crois que c'est la team avec Kalisto, il y avait qui? Kalisto, Sin Cara. Je suis même pas sûr que Sin Cara en faisait partie. Bref, c'était une team avec des luchadors, quoi. Robert Wood et Dolph Ziggler, les Usos, Heavy Machinery, si je dis pas de bêtises, c'était Otis et Tucker, le New Day. Alors pareil, le New Day, ils sont trois, donc je ne sais pas vraiment lesquels des trois, enfin parmi les trois, qui étaient les deux à être dans la cage, et John Morrison et The Miz, qui étaient les détenteurs du titre en 2020. Et du coup, le 26e Elimination Chamber concernait le fait de devenir Challengers numéro 1 au titre féminin de Raw. Et le match va donc concerner Shayna Baszler, Sarah Logan, Asuka, Ruby Riot, Natalia
et Liv Morgan. Et j'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé ce match, mais seuls ceux qui ont vu mes vidéos catcheuses préférées, sûrement de Raw ou SmackDown, non SmackDown je dirais plutôt actuellement, peuvent comprendre pourquoi. Et surtout s'ils ont vu ce match, forcément ils comprendront mieux pourquoi. Du coup, le 27e et 28e Elimination Chamber auront eu lieu lors de Elimination Chamber 2021. Le 27e Elimination Chamber était pour devenir Challenger numéro 1 au titre universel. Et je crois que c'est le premier PLE, Pay-Per-View, je sais plus à quel moment ils ont changé, qui concerne les Elimination Chamber que j'ai chroniqué sur mes chaînes YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, à partir d'ici, je me souviens de les avoir tous vus. En même temps, il en reste plus que 4, mais voilà. Et du coup, celui-ci va donc être un match qui concernera King Corbin, Daniel Bryan, Sami Zayn, Jey Uso, Kevin Owens et Cesaro. Et le vainqueur devra combattre Roman Reigns pour le titre universel directement après le match. Et je me souviens que j'étais pas du tout content de cette décision de la compagnie, même si ça mènera plus tard à un de mes matchs préférés de 2021. Mais j'avoue que sur le moment, je ne pouvais pas savoir que ça mènerait à à un de mes matchs préférés de 2021. Et ça m'avait énormément énervé comme décision, même si j'adore Roman Reigns, mais je trouvais que la décision était complètement conne. Le 28e Elimination Chamber, lui, concernera le titre de la WWE. Et du coup, dans la cage, nous aurons Randy Orton, Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston, AJ Styles et Drew McIntyre qui étaient détenteurs du titre. Et à nouveau, c'est une affiche qui donne plutôt envie. Et j'avoue que ce match-là, il m'a pas du tout marqué. Contrairement au précédent, avec la fin, avec l'arrivée de Roman Reigns et le truc qui s'est fait en 10 secondes, ça m'a tellement marqué qu'en fait, le deuxième Elimination Chamber de la soirée m'a pas marqué du tout. Et c'est un peu triste à dire. Ensuite, on passe aux deux derniers Elimination Chamber, donc qui ont eu lieu l'année dernière à Elimination Chamber 2022. Le 29e Elimination Chamber est fait pour devenir Challenger numéro 1 au titre de Raw. Donc le titre de SmackDown n'a jamais, encore jamais, chatoyé l'Elimination Chamber, tout comme le titre des États-Unis n'a jamais approché l'Elimination Chamber non plus. Voilà. Donc le 29e Elimination Chamber était pour devenir Challengers numéro 1 au titre de Raw. Le match concernera donc Nikki ASH, Liv Morgan, Alexa Bliss, Bianca Belair, Doudrop et Rhea Ripley. Et là pareil, j'ai pas énormément de souvenirs de cette Elimination Chamber là, bien que je me doute du résultat final. Et donc le tout dernier Elimination Chamber en date, qui a eu lieu également à Elimination Chamber 2022, était pour le titre WWE, et on y retrouve Seth Rollins, Brock Lesnar, Austin Theory, Riddle, AJ Styles et Bobby Lashley qui était le détenteur du titre et qui également était dans un état hyper chelou. Le mec il allait pas bien dès le début du match, bref, et je trouve que le match a été beaucoup plus marquant déjà par ça, le traitement de Bobby Lashley dans le match qui était hyper chelou. Et en même temps, tu as eu ce F5 de Brock Lesnar sur Austin Theory du haut de la cage, là, enfin du haut d'un pod, enfin bref. Je trouve que ce match-là était plus marquant que le précédent. Voilà. On va donc passer aux petites informations en vrac. Voilà, donc d'abord, on peut noter que voilà, le show a pas mal évolué, que ce soit en termes de match, que ce soit en termes de la structure de la cage. Il y a toujours eu des petites évolutions, des nouvelles ceintures à apparaître, des nouvelles raisons de se battre. Alors des fois je ne comprends pas quand c'est tiens tu peux gagner une ceinture et en même temps gagner un match contre machin, tu dis mais pourquoi je peux gagner un match contre l'autre personne si je peux déjà gagner un titre maintenant, enfin j'en ai rien à foutre. Après, tu as des matchs pour devenir challenger à un titre. Alors ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à saisir sur certains shows. Parce que, normalement, le Royal Rumble, il est là pour te donner un titre de championnat à WrestleMania. Alors, est-ce que le Royal Rumble faisait déjà ça depuis que l'Elimination Chamber a été créé ou non? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez expert au Royal Rumble pour ça. Mais je sais que depuis pas mal d'années, quand même, le Royal Rumble
voilà, tu le gagnes, t'as un titre de championnat à WrestleMania. Là, t'as des shows où d'Elimination Chamber où les deux euh, Elimination Chamber sont pour devenir challenger à des titres masculins. Et tu te dis, mais le Royal Rumble, il a servi à quoi cette année-là alors? Parce que le Royal Rumble est déjà censé donner un match de championnat. Et là, t'as deux autres personnes qui peuvent déjà également gagner des matchs de championnat. Et je trouve que ce serait con. Alors je dis pas que c'est pas important, les titres intercontinentales et des États-Unis, mais quand tu gagnes le Royal Rumble, un match aussi important, tu te dis pas, bah tiens, je vais aller utiliser mon titre, enfin mon champion, enfin ma chance d'un championnat contre une ceinture mineure. Forcément, tu vas sur un titre majeur. Donc, j'ai du mal un peu à saisir des fois le fait que des Elimination Chamber soient faits pour devenir un challenger. Alors, quand des fois ça arrive que ce soit pour un match de championnat et l'autre pour un titre de challenger, tu peux facilement deviner que le Royal Rumble a permis du coup à ce que la personne choisisse un titre et que l'Elimination Chamber pour devenir challenger à l'autre titre. Ça, je peux le comprendre. Mais quand sur un même show, les deux sont pour devenir challenger aux deux titres majeurs, là, j'avoue que je saisis un peu moins parce que j'ai l'impression que ça tue le principe du Royal Rumble. Alors après, je connais pas non plus tous les faits qui mènent à ce genre de choses, euh, mais voilà. J'ai également noté que sur 30 éditions, nous avons eu 82 hommes et 22 femmes qui ont participé à les stipulations. C'est quand même pas mal, quand même, 22 femmes sur seulement 6 ans, non, 4 ans d'Evolution Chamber, c'est plutôt pas mal. Donc ils ont à chaque fois pas mal diversifié les catcheuses présentes. Euh, et du coup, on a pu noter que avant No Way Out 2009, les champions étaient toujours parmi les deux derniers sur le ring. Voilà, c'est juste une info comme ça. Sachez que de 2002 à 2009, les champions étaient dans les deux derniers. Alors soit ils gagnaient forcément et conservaient leur titre, soit ils perdaient et ça devait être encore plus frustrant de perdre en finale. Voilà. En petite info en vrac chez les hommes, on a pu noter que Chris Jericho est le catcheur ayant participé le plus de fois à la stipulation avec 8 participations sur... attends, ça va être facile à calculer. Les Evolution Chamber féminins, il n'y en a eu que 4. Donc 30 - 4, 26. Donc il a fait 8 stipulations, enfin 8 fois la stipulation sur 26. Effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est presque presque un tiers des Evolution Chamber. Chris Jericho est également le catcheur ayant éliminé le plus d'adversaires lors de la stipulation avec 10 éliminations. Et Triple H, par contre, est celui qui a remporté le plus de fois la stipulation, et je ne dirai pas combien de fois. El Torito est le catcheur le plus petit avec 1m34 et le plus léger avec 50 kg à avoir participé à la stipulation. Greg Khali, à contrario, est le catcheur le plus grand à avoir participé à la stipulation avec ses 2m21. Et Big Daddy V, le catcheur le plus lourd à avoir participé à la stipulation avec ses 225 kg. En plus, son poids qui a été un gros problème dans sa carrière. Voilà, et c'est un peu dommage parce que honnêtement, je trouvais que les matchs avec Big Daddy V étaient vachement impressionnants à regarder. Le Chris Masters était le catcheur le plus jeune à avoir participé à l'Elimination Chamber avec ses 22 ans. Et Finlay est le catcheur le plus âgé à avoir participé à l'Elimination Chamber à 49 ans lors de No Way Out 2008. Alors j'ai vérifié les âges avec l'Undertaker et Kane, ils avaient tous à peu près les mêmes âges. Mais du coup, c'est que quand l'Undertaker et Kane ont participé à ces stipulations-là, ils devaient avoir moins de 49 ans. Bref. On va maintenant passer aux stats féminines. Et chez elle, du coup, c'est Liv Morgan qui a participé le plus de fois à la stipulation. J'ai pas mis le nombre de fois, mais elle a dû participer 2-3 fois sur 4. Voilà, Shayna Baszler est celle qui a éliminé le plus d'adversaires, notamment avec un record que personne d'autre n'a de mémoire, c'est qu'elle a éliminé 5 personnes en un seul match. Voilà, ce qui veut dire que voilà, elle a éliminé quasiment tout le monde. Voilà, bref. Liv Morgan est à la fois la catcheuse la plus légère
Elle va participer à la stipulation avec 53 kilos, donc voilà, on fait à peu près le même poids. Et également la plus jeune, donc à 23 ans. Nia Jax, elle est à la fois la plus grande avec ses 1m83 et la plus lourde à participer avec ses 1 m. Enfin, ça veut dire. Depuis quand on calcule le poids en mètres? Avec ses 124 kilos, voilà. Et Asuka est la plus petite à avoir participé avec ses 1m60. Et ça m'a surpris parce que bah, Asuka, je la voyais plus grande que ça. Et là, je suis en train de me dire, je suis plus grand qu'Asuka, c'est fou. Et Tamina est la catcheuse la plus âgée à avoir participé à la stipulation avec ses 41 ans lors de Elimination Chamber 2019. À prendre en compte que toutes ces informations peuvent changer avec le temps. Parce que bien sûr, je ne sais pas, demain on peut nous renvoyer Goldberg dans Elimination Chamber à l'âge qu'il a. On peut toujours mettre des nouveaux catcheurs dans le ring, voilà, qui pourrait battre les records de jeunesse, voilà, où on peut toujours avoir des nouveaux géants, ou des choses comme ça dans des matchs. Et puis même tous les records peuvent être vaincus dans 10 ans, tout ça. Donc voilà, c'est toutes les stats sont à prendre en compte en fonction du moment où je vous parle et ne pas se dire que c'est quelque chose de ancré dans le marbre. À part peut-être pour l'âge de Chris Masters ou de Liv Morgan, à moins que là, bah non, même pas parce que. Ouais, ou alors faudrait vraiment foutre Roxanne et Cora Jade tout de suite dans Elimination Chamber pour qu'elles battent leur corps, je pense, de jeunesse. Et j'en suis même pas sûr parce que je crois qu'elles ont déjà l'âge que Liv Morgan avait dans la cage. Donc même pour elles, c'est foutu. Bref. On va donc conclure la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est difficile à dire parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. S'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à le rajouter aux commentaires. Il y en a qui savent sûrement beaucoup plus de choses que moi sur le monde du catch, hein, voilà. Encore une fois, moi je parle juste d'une passion. Je ne me fais pas passer pour un expert du catch, hein, pas du tout. Et voilà, donc j'essaye juste de diversifier un peu les vidéos que je peux apporter sur la chaîne. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des stats en plus ou des infos en plus concernant les Elimination Chamber, sans forcément spoiler les matchs pour ceux qui voudraient garder la surprise des victoires des matchs qu'ils n'ont pas vus. Voilà, sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypse si d'autres choses vous intéressent. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.